C'est à propos de la stimulation du diaphragme, parce que là, actuellement, on vient d'avoir un patient qui a subi début mai une intervention pour la pose. Bénéficier, on dit bénéficier, c'est plus Bénéficier, sympa que pardon. subir. Non, non, C'est c'est pour vous embêter. Et du coup, je voulais avoir des précisions concernant à partir de quel moment on pouvait préconiser ce type d'intervention, sachant que j'ai bien compris que c'était expérimental. Et est-ce que c'est incompatible avec une VNI classique? Enfin, voilà, je voulais avoir un peu plus d'informations là-dessus. Alors, la stimulation, on stimule le nerf phrénique pour essayer de le maintenir le plus longtemps possible et de maintenir la trophicité du muscle. On stimule à des basses fréquences. C'est des études qui avaient été faites par exemple il y a longtemps dans la myopathie du chêne ou chez les animaux qui montraient qu'à une stimulation à basse fréquence, on pouvait maintenir le muscle. Et à l'époque, on n'avait pas l'outil, on n'avait pas ce stimulateur phrénique. En 2007, il est apparu sur le marché et en 2008, nous l'avons essayé dans la SLA à un stade beaucoup plus avancé qu'actuellement, à un stade où justement les malades avaient une atteinte respiratoire très importante, où ils avaient besoin de ventilation mécanique en plus. Et donc on proposait en plus ce stimulateur, et on a eu la surprise d'avoir des malades qui se dégradaient moins vite. Les résultats étaient quand même assez intéressants, à tel point qu'aux États-Unis, ce traitement est même remboursé actuellement par les services de soins au stade où le malade a la VNI. Et ceci va continuer à être prouvé par l'étude anglaise d'IPALS qui, eux, testent VNI seul versus VNI plus stimulateur. Ça, c'est les résultats 2008 et qui sont en train d'être confirmés. Et nous, on s'est dit, on va chercher, si on veut ralentir la dégradation du muscle, autant le faire beaucoup plus tôt avant la VNI. Donc l'objectif du protocole national actuel, c'est d'essayer de ralentir ou de maintenir la fonction du muscle avant la mise de l'appareillage pour retarder le plus possible cet appareillage. Merci. Je rebondis. Vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité de stimuler les muscles, ce qui est assez logique en fin de compte, puisque les muscles ne marchent pas, on peut peut-être faire quelque chose. C'est une piste réaliste, j'allais dire. Alors ce sont des choses qui ont été essayées, mais là mes collègues neurologues pourront peut-être répondre mieux que moi, mais ce sont des choses qui ont été essayées sur les muscles périphériques. Mais le problème de la stimulation du muscle périphérique, c'est que vous stimulez vraiment les cellules musculaires et le nerf continue à dégénérer, donc vous n'arrivez pas à maintenir les choses. Mais parce qu'on a utilisé des outils qui sont faits pour des sportifs ou pour des récupérations où les nerfs sont intacts. Alors que là, c'est bien un stimulateur qui stimule le nerf, le muscle, et très très précisément. Le diaphragme étant le seul muscle où il y a un seul nerf qui est facilement atteignable pour stimuler. Un petit complément d'information. Non, la seule chose que je voulais commenter sur ce que vient de dire, c'était le fait que il y a une notion qui est classiquement de dire dans la rééducation justement du patient qui a une atteinte du motoneurone et de ne pas utiliser d'électrostimulation. Donc pour des raisons théoriques, les raisons théoriques qui sont des raisons de régénération ou de reprise en charge des faisceaux musculaires par des motoneurones qui ne sont pas atteints et qui sont donc bloqués si on stimule au contraire sur place. Mais je veux dire parce que il y a quand même une évolution, enfin, justement dans le travail musculaire et où il était admis que aussi de façon un peu dogmatique il ne fallait pas faire de travail musculaire quand on avait des maladies musculaires ou du motoneurone, mais qu'en fait, on admet que le renforcement musculaire mécanique peut être au contraire bénéfique, mais pas quand même le renforcement électrique. Et je ne voulais pas qu'à travers votre question, on puisse comprendre que la stimulation et le principe de la stimulation diaphragmatique puisse être étendu au principe de la stimulation musculaire périphérique. Tout cela dit par le professeur Claude Desnuel de Nice, qu'on retrouvera tout à l'heure. Je voudrais juste rajouter Bien quelque sûr, tout le monde peut parler. Hein. Il y a une molécule actuellement en test aux États-Unis qui améliore la fonction, qui cible la fonction musculaire des patients SLA, dont l'objectif est d'améliorer pour une même
même stimulation nerveuse, l'efficacité de la contraction musculaire. Donc cette molécule, je ne me rappelle plus son nom, elle a un nom compliqué. Tirasemtiv, voilà, c'est ça. Elle est en cours d'essai sur les patients pour des protocoles plus longs. Elle avait été testée en phase 2 uniquement, elle avait été testée en phase 2 uniquement sur des, je crois, 24 heures ou 48 heures. Mais c'est en cours. Oui, c'est un protocole en cours actuellement. Voilà, enfin 3 mois exactement, mais c'est un essai très très court. C'est pour voir un effet en fin de compte symptomatique sur la pente de dégradation d'une échelle fonctionnelle. J'ai quelqu'un. Voilà, il y a 2 questions. Où sont nos dames? Elles sont parties? Ah non. Quelqu'un a un micro là-bas? Non? Voilà. Vous avez le micro? Oui, j'aimerais savoir bien. s'il y a des recherches qui sont faites sur les cellules souches au regard de cette maladie. Ah oui, on a évoqué tout à l'heure les cellules souches. Gurley les a évoquées. Alors, il y a plusieurs types d'études avec les cellules souches. Donc, il y a 2 catégories. Il y a des études cellules souches pour modéliser, où en fait maintenant, avec des nouvelles technologies qui s'appellent les IPS, pour Induced Pluripotent Stem Cell. Donc, en fait, on prend des cellules de peau des patients. Ça peut être fait pas que avec la peau, mais en fait, la peau, c'est parce que c'est quelque chose de simple à faire et pas invasif. Et ensuite, ces cellules vont être reprogrammées pour devenir comme en fait des cellules embryonnaires. Et ensuite, elles peuvent être différenciées dans différentes voies. Donc pour la SLA, c'est majoritairement les motoneurones qui sont d'intérêt. Donc il y a des équipes dans le monde entier et en France aussi qui travaillent sur ces cellules. Et donc c'est voilà, pour étudier des voies au niveau cellulaire. Donc ça, c'est bien sûr ce qui est fait, c'est vraiment pour modéliser. Après, il y a toute une autre voie quand on parle des cellules souches où des équipes essayent pensent que injecter chez des patients des cellules souches peuvent aider à régénérer des cellules. Donc ça, c'est très, très débattu parce que sur un plan théorique et expérimental, effectivement, on peut comprendre. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont faites et pas bien faites, et donc auxquelles il faut faire vraiment attention parce que voilà, il y a tout un penchant de charlatans qui essayent de vendre qu'on peut injecter quelque chose à un patient et que ce soit bon. Donc, il ne faut pas faut pas dire que du coup les cellules embryonnaires ou les cellules souches sont mauvaises parce qu'elles peuvent aider pour la recherche et même peut-être un jour, on ne sait pas si c'est bien fait et dans de bonnes conditions pour une recherche clinique. Mais voilà, il y a beaucoup de mélanges et pas que dans ce domaine, mais dans ce domaine en particulier. J'aurais une deuxième question. Ce type de thérapie, enfin de traitement auquel vous faites référence, qui existe dans certains pays mais qui n'existe pas en France, est-ce parce que ça n'est pas reconnu comme étant un moyen efficace d'enrayer la maladie, ou est-ce que c'est parce qu'on est à un niveau peu suffisamment avancé pour se lancer ou autoriser ce type d'intervention en France? Alors pour le moment, de tout ce qui a été publié dans le domaine de la recherche pour montrer qu'il y aura un effet n'est absolument pas, ne donne pas de preuve qu'il y a un effet bénéfique avec les études qui ont été voilà, donc pas très bien faites. C'est pas pour maintenant. Donc voilà, mais maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas efficace. Alors, il y avait Madame, voilà, vous êtes là, on vient vers vous. Voilà, puis après, on aura peut-être encore la place pour une question, et après, on demandera à chacun de nos orateurs, en fin de compte, quelle est la piste qui leur paraît la plus intéressante, ce en quoi ils croient le plus. Madame. Donc, Marie-Pascale Ribé, ergothérapeute, MDPH du Val-de-Marne. Moi, je voulais revenir sur le stimulateur phrénique dont on a parlé tout à l'heure. Avec cette étude qui est prise en charge, enfin cette étude, le stimulateur en lui-même, si j'ai bien compris, c'est pris en charge par notre équivalent de la sécurité sociale aux États-Unis, c'est ça? D'accord. Donc en France, évidemment, on a toujours quelques métros de retard, mais est-ce que si... Pas toujours, non, pas mais toujours. on a souvent des métros de retard. Ouais, c'est ceux-là qu'on voit. Voilà, c'est cela qu'on voit, mais c'est parce qu'on a envie que
que ça se rattrape, quoi, parce que c'est vrai que si c'est si efficace que ça, voilà. Et est-ce que, surtout ma question, elle est là, si on les préconise, enfin, si certaines personnes peuvent en bénéficier, est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, l'économie de la VMI? Alors, ce qui a été démontré en 2008 et ce pourquoi il y a eu un remboursement compassionnel aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire pendant 2 ans, il faut que ça soit moins de X milliers de malades. Donc, ça rentre dans le cadre du compassionnel, mais c'est l'équivalent, vous avez raison, de la sécurité sociale. Et bien là, non, aucun résultat n'a montré que ça pouvait remplacer la VNI. Ça ne fait que retarder la dégradation respiratoire. Donc ça, c'est la première question. En ce qui concerne le remboursement, la France n'a pas de si grand retard que ça. La France a plutôt joué la carte de la prudence. Alors ça peut être effectivement choquant ou décevant quand on est malade et qu'on veut avoir ce traitement, mais la Haute Autorité de Santé a analysé le dossier de demande de remboursement du fabricant, et dossier qui était un peu vide, puisqu'il n'y avait que l'étude que nous avions faite à la Pitié-Salpêtrière, qui n'était qu'un petit bout de l'étude internationale. L'étude internationale, le fabricant ne l'a toujours pas publiée, parce que eux, ils ont des attitudes commerciales, et nous avons choisi effectivement la voie de la raison en France, je dirais, avec ce protocole de recherche qui est complètement financé par des fonds public, la Fondation Latran, l'association de malades à RSLA. Donc on est entre nous, on n'est pas avec le fabricant et on se finance et on donne accès en France à ce traitement aux malades dans un cadre beaucoup plus surveillé, logique que ne l'est actuellement aux États-Unis. Donc voilà, il y a du pour et du contre, on n'a pas de métro de retard. La Haute Autorité de Santé s'est penchée sur le sujet et a trouvé que les données n'étaient pas en faveur du bénéfice par rapport au risque.